Pour la réussite de sa mission au moment où un contingent burkinabé est attendu à Tombouctou. Le porte-parole de la MISMA était face à la presse à Bamako et le chef de la mission burkinabé à Tombouctou pour évaluer la situation avant le déploiement de ses troupes. Les forces armées maliennes n'ont commis aucune exaction sur les populations touareg, tamashek et arabes. Ces accusations visaient juste à démoraliser les troupes alors qu'il n'en est rien. Dans ce journal, le témoignage poignant du chef de la fraction, Issa Menden, qui dément toute exaction commise par les soldats maliens. Coupe d'Afrique des Nations Juniors Algérie 2013, le Mali a obtenu son ticket pour la demi-finale de la compétition et celui pour la Coupe du Monde Junior grâce à sa deuxième victoire cet après-midi. Les Aiglons ont battu les juniors de la RDC par le score de 2-1. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 20 mars, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Conseil des ministres réunis en session ordinaire à Koulouba sous la présidence de Diankounda Traoré, président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndessi Soko. Avec vous donc le Conseil des ministres qui a adopté un projet de texte entendu des communications et procédé à des nominations. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir et nous commencerons par le chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la Direction nationale de l'emploi. La Direction nationale de l'emploi a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de l'emploi, d'assurer la coordination et le contrôle technique des services et organismes qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Le décret du 4 novembre 2009 qui détermine son cadre organique ne permet pas cependant de faire appel à toutes les compétences nécessaires pour relever les défis. Compte tenu des enjeux liés à la problématique de l'emploi, il est important que cette structure soit dotée de ressources humaines compétentes dans divers domaines. Le présent projet de décret est adopté dans ce sens. Il permettra de doter la Direction nationale de l'emploi pour les 5 prochaines années du personnel indispensable en qualité et en quantité à l'accomplissement de ses missions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, secrétaire général, colonel-major Salifou Koné. Directeur des finances et du matériel, commissaire-colonel Amadou Makan Sidibé, directeur central du service de santé des armées, colonel-major Charles Faux, directeur de la justice militaire, colonel Satigui dit Moro Sidibé, au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, chargé de mission, lieutenant-colonel Sayon Kale Traoré. Au titre du ministère de la Santé, conseiller technique, M. Mamadou Namouri Traoré, médecin, coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, M. Diakalia Kone, médecin. Directeur général de l'hôpital du Pongé, M. Sekou Dramé, médecin. Directeur général de l'hôpital régional de Caille, M. Toumani Konaré, médecin. Directeur général de l'hôpital régional de Ségou, M. Abdoulaye Sanogo, médecin. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, conseiller technique, M. Baïkoro Fofana, ingénieur des eaux et forêts. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a été informé 1. Des résultats définitifs de la campagne agricole 2012-2013 et du bilan céréalier. La campagne agricole 2012-2013 a démarré dans des conditions socio-économiques difficiles marquées par les effets de la sécheresse, la faible crue de 2011-2012, la crise sécuritaire, les attaques d'oiseaux granivores et la hausse des prix des céréales sur le marché national. Malgré cette situation difficile et à la faveur de la bonne pluviométrie et à la poursuite de la subvention des intrants agricoles par l'État et des appuis des partenaires techniques et financiers, les producteurs ont procédé à l'installation des cultures dans les délais requis et dans la plupart des zones agricoles. La pluviométrie a été abondante et bien répartie dans le temps et dans l'espace. La crue a été satisfaisante sur les principaux cours d'eau et la situation phytosanitaire est demeurée relativement calme.
Les productions céréalières et cotonnières ont enregistré des résultats satisfaisants par rapport à la campagne précédente. Les bilans céréaliers prévisionnels 2012-2013 établis sur la base de la production obtenue, toutes céréales confondues dégagent un excédent de 1 534 710 tonnes. 2. La situation acridienne au Mali. Dans le cadre de la maîtrise du fléau acridien, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre annuellement un dispositif de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin. Le dispositif élaboré en 2012 dans un contexte exceptionnel d'occupation de la zone de présence permanente du criquet pèlerin a été modifié dès l'annonce par la FAO au mois de mai d'une menace acridienne sur certains pays, dont le Mali. Pour faire face à cette menace, des dispositions préventives et de lutte ont été prises à travers l'activation des brigades de veille, l'information des autorités et partenaires, le partage de l'information avec les autres pays de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans le Sahel, l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif de réponse à la menace. Le dispositif de lutte contre le criquet pèlerin à mettre en œuvre au cours de la campagne agricole 2013-2014 en cas de mouvement d'essaim sera fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans la zone grégarienne. Voilà, en ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Djambélé. Notez que le président de la République par intérim a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République de Tunisie à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dioncounda Traoré a félicité Monsef Marzouki en son nom propre et au nom du peuple malien. Il a souhaité le renforcement continu des excellentes relations entre nos deux pays. En France, les collectivités territoriales se mobilisent pour le Mali. Une conférence sur le développement du Mali s'est tenue hier mardi à Lyon pour promouvoir la coopération décentralisée entre collectivités territoriales maliennes et françaises. Elle se donne 6 mois pour réussir la paix et la reconstruction du Mali. 6 mois pour réussir la paix et la reconstruction du Mali, tel est le défi que se sont lancés les collectivités locales maliennes et françaises réunies mardi à Lyon, une ville qui entretient depuis 30 ans une coopération avec Tombouctou. Près de 200 communes maliennes sont jumelées ou travaillent régulièrement avec des villes françaises. Même durant la crise, cette coopération s'est le plus souvent poursuivie. Les collectivités locales françaises, en réalité, sont nos partenaires de longue date. Et ces collectivités nous ont jamais quittés. Pendant la crise, elles étaient là à nous soutenir. On échangeait, on venait ici en France, ils partaient à Bamako pour ceux qui peuvent aller à Bamako. Depuis des décennies, les villes et les régions françaises partagent leurs compétences en matière d'accès à l'eau et à la santé avec leurs homologues maliennes. Elles sont donc aujourd'hui bien placées pour aider à rétablir rapidement les services de base, systématiquement détruits par les djihadistes avant leur départ. Nous pouvons aider nos collègues des collectivités locales maliennes, notamment sur les services de base. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est-à-dire l'eau, l'assainissement, la santé, l'état civil. Si on veut des élections, dans quelques mois, encore faut-il avoir un état civil propre, une liste électorale propre. Les ministres français et maliens des Affaires étrangères qui ont rejoint la conférence dans l'après-midi ont insisté sur l'élection en juillet d'un gouvernement légitime, une condition présentée comme absolument nécessaire à la réconciliation du pays et à la reprise de l'aide internationale. Au Mali, tous ensemble, nous sommes en train de gagner la guerre et qu'il nous faut maintenant, tous ensemble aussi, gagner la paix grâce à la transition politique et au développement. Une grande conférence internationale des donateurs se tiendra le 15 mai à Bruxelles. Elle réunira tous les acteurs de la reconstruction du Mali afin de dégager les moyens financiers nécessaires à l'organisation des élections et à la relance de l'économie malienne. Retour au Mali avec ce communiqué. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe les populations que dans la matinée du 19 mars 2013, des terroristes armés à bord de véhicules 4x4 ont attaqué le village de Kanya, situé entre Doumboura et Dioura, dans le secteur de Léré.
Ils ont jeté 2 villageois dans un puits, braqué 2 véhicules de transport public qu'ils ont emportés avec leurs passagers. Après leur forfait, les assaillants ont pris la direction du nord-ouest. L'un des chauffeurs et 3 passagers ont pu s'échapper et ont rejoint Dioura. Par ailleurs, ce jour 20 mars 2013 à Ber, dans la matinée, des éléments du MNLA ont mis le feu au logement de 2 sous-officiers dans l'enceinte de la garde nationale. Cet acte criminel est l'œuvre d'éléments appartenant au MNLA résidant à Ber. Le ministre de la Défense rassure que tout est mis en œuvre par les forces alliées pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes. Il appelle les populations à garder leur calme et à redoubler de vigilance. Le ministre salue et remercie les populations pour leur élan de solidarité et de coopération avec les forces alliées engagées sur le territoire national du Mali. Aux familles des disparus, le ministre de la Défense présente ses condoléances et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le porte-parole de la MISMA a animé une conférence de presse ce matin. C'était pour faire le point des opérations en cours dans notre pays. Selon le colonel Yao Adjoumani, les déplacés des régions de Tombouctou et Gao sont sur le retour. Et pour une réussite de leur mission, les responsables de la MISMA souhaitent la collaboration de la population. Reportage de Moussa Fani. C'est pour faire le point des opérations au Mali que le porte-parole de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, a rencontré la presse ce matin à son siège SIS à Badalabougou. Au cours de la rencontre, il a été question du déploiement de la force des Nations Unies dans notre pays. Pour l'opération, envisager les Nations Unies d'être dotées d'un mandat robuste sur le chapitre 7. En appui au gouvernement du Mali dans la préservation de son unité et le renforcement de son autorité sur l'ensemble de son territoire. Le chapitre 7 parle de maintien simple de la paix, d'imposition de la paix. Selon Yao Adjoumani, les déplacés des régions de Tombouctou et Gao ont commencé à retourner chez eux. La semaine dernière, on vous parlait de 400 000 déplacés internes. Aujourd'hui, nous sommes à 271 465 déplacés internes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un retour progressif, surtout au niveau de Tombouctou et de Gao, où vous savez que l'école a quand même repris. Le conférencier a invité la population à continuer de collaborer avec les forces armées déployées sur le terrain. Vous le savez, la MISMA est en position avancée au nord du Mali pour préparer le terrain au déploiement d'un bataillon burkinabé à Tombouctou. Une mission conduite par le colonel burkinabé Gaoussou Koulibaly vient de séjourner dans la région. Avec leurs camarades maliens, les burkinabés ont échangé sur les capacités sécuritaires, l'approvisionnement en eau potable, en carburant et en alimentation des hommes. C'est un reportage de la DIRPA Tombouctou avec la voix de Adama Djimdi. C'est en prélude au déploiement d'un bataillon burkinabé dans le cadre de soutien aux forces armées maliennes. Une mission de la MISMA est arrivée à Tombouctou. Conduite par le colonel burkinabé Gaoussou Koulibaly, cette mission est venue échanger avec les autorités militaires sur le terrain. Les entretiens entre soldats burkinabés et maliens, en présence des forces servales, ont porté sur les capacités sécuritaires, les conditions d'approvisionnement en eau potable, le ravitaillement en carburant et l'alimentation des hommes. L'arrivée de ce contingent est plus que salutaire pour le commandement. L'arrivée d'un bataillon de la MISMA ne peut qu'être salutaire. D'abord sur le plan projection et le plan capacité d'intervention. Le déploiement ne saurait plus tarder. Et dans les brefs délais, mais vous savez, les opérations sont en cours et les chefs vont décider de leur déploiement dès le retour de la mission de terrain. La mission a naturellement procédé à la reconnaissance de terrain, une visite qui a concerné la ceinture sécuritaire de la ville de Tombouctou et les principaux checkpoints ou postes de sécurité. Toujours sur la ligne de front, nos soldats avaient été accusés d'exactions sur les populations touareg, tamashek et arabes, une accusation qui avait pour unique but de démoraliser les troupes, car en réalité, il n'en est rien. En témoignent les propos du chef de la fraction Issa Menden, Mohamed Ali Ag Mohamed. Pour lui, les populations n'ont jamais été victimes d'exactions de la part des forces armées maliennes. Nos envoyés spéciaux, Moussa Harimaïga et Alou Touré, l'ont rencontré.
تنهي كلاور تنهي غدافو هاسنتني كويزان هذه هرجير ويسكنا مسين هو من تيرانغانا وادم ديار ولا gendarme. Il dit qu'il n'a pas vu un militaire qui a frappé les populations ici, ou bien frappé ni un gendarme ni le militaire ici. Il a même demandé son population pour demander est-ce que le militaire a frappé les gens ici. Il dit non, personne n'a pas été frappé. Nous sommes ici à Doro, fraction nomade, elle-même composante de la commune nomade de Ntilit, cercle de Gao, situé à 60 km au nord de Gossi, autre commune nomade du cercle de Larousse, région de Tombouctou. Cette fois, à la rencontre du chef de fraction Issam Medan, Mohamed Ali Ag Mohamed, entouré ici de ces populations keltamachèques et sédentaires, dont les témoignages individuels et collectifs rejettent en bloc au micro ORTM, comme on le voit sur ces images, toutes les prétendues exactions sur elles commises par les forces armées maliennes. Au même moment de notre entretien, voilà annoncé l'arrivée de la patrouille malienne dans cette partie du Gourma, sous la conduite du commandant Élisée Daou, après 15 jours dans les campements nomades, pour à la fois traquer les bandits armés, mais aussi et surtout sécuriser et rassurer les populations au nom de la paix et de l'unité nationale. À Doro, voilà des scènes vécues, des scènes incroyables, symboles d'un Mali pluriel, mais un. Non. Doro, non. Il n'y a pas de frappé. Il n'y a pas de frappé. Au chef de Doro, ce que j'aimerais lui dire, le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui. J'ai travaillé avec lui, comme je le dis, il y a 10 ans. Aujourd'hui, si je reviens lui dire que c'est le même Mali. Il est vrai que nous sommes passés par des périodes difficiles, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons surmonté en tout cas les grands problèmes. Et aujourd'hui encore, il est temps que tous, ensemble, nous nous donnons la main pour continuer à sécuriser ces gourmands. Même exprimé dans un français approximatif, ce message du chef de la fraction Issam Medan, Mohamed Ali Ag Mohamed, a le mérite d'être clair et précis, et révélateur à la fois de la sincérité des populations rurales, qui savent dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Aliou Touré se sont également intéressés aux actes terroristes menés par le MNLA et ses alliés dans les régions du Nord. Parmi ceux-ci, on peut retenir les mines antipersonnelles qui ont déjà fait plusieurs victimes, notamment parmi les soldats présents sur le front. Nous sommes ici sur la route nationale 16, Sévaré-Gao, à 30 km de Gossi en provenance de Gao, en compagnie de l'armée malienne. Arrêt sur image, la preuve par les faits, pour voir, regarder et apprécier les restes d'un des actes terroristes les plus importants commis par le MNLA et ses alliés sur l'armée malienne. C'était dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013. Parti de Gao, 4 jours après la libération de la ville, avec une légitime fierté, des soldats de l'armée malienne, 9 pour être précis, en mission commandée de la hiérarchie militaire, apportaient secours et assistance à d'autres soldats maliens, cette fois en panne entre Hombouri et Gossi. Mais c'était sans savoir qu'ils avaient rendez-vous avec la mort. Une mort brutale, organisée, planifiée et exécutée à partir de ce trou béant, creusé en plein cœur du goudron par le MNLA et ses alliés terroristes, avant d'y installer un obus d'artillerie de 122 mm, dont la charge explosive balait tout sur son passage, et sur un rayon de 300 mètres, s'il vous plaît, parole d'officier. Et c'est le cas ici avec cette 4x4 de l'armée malienne, dont la carcasse projetée à plus de 100 mètres du goudron témoigne de la force de propulsion de ce obus de 122 mm, placé là par le MNLA et ses alliés. Nos soldats venaient de rencontrer la mort à 30 km de Gossi. Bilan 4 soldats maliens tués, 5 blessés graves, dont un cloué à jamais dans une chaise roulante. Le retour de nos soldats sur les lieux du crime, sous la conduite du commandant Élisée Daou, reste un symbole d'hommage au nom de la patrie. La formation de 4 bataillons maliens débutera le 2 avril prochain. C'est l'une des informations issues de l'entretien entre la délégation de la mission européenne de conseil de formation de l'armée malienne et les parlementaires maliens. Avant de recevoir la délégation conduite par le général Lecointre, le président de l'Assemblée nationale par intérim a successivement reçu en audience l'ambassadeur de la Palestine au Mali et une délégation du Conseil national des ordres professionnels du Mali. Les précisions sur ces 3 audiences avec Ramata Konati. Avec l'ambassadeur de la Palestine au Mali, la première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, il a été question de la situation sécuritaire dans le septentrion.
C'est un devoir pour moi de venir auprès de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale en cette période difficile pour le Mali, pour lui encourager dans sa mission de chef d'institution et pour exprimer le soutien de la Palestine et de sa solidarité agissante, fraternelle, sans tapage, envers le peuple malien, envers l'intégrité territoriale du Mali et sa souveraineté. Après le diplomate palestinien, ce fut au tour de la délégation du Conseil national des ordres professionnels du Mali d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale, avec en toile de fond les raisons de la création de ce regroupement. Nous sommes dans un monde de compétition, et disons de concurrence. Vous prenez le cas de la sous-région où nous avons l'UEMOA, vous avez le cas de la CEDEAO, le champ passe. Les autres camarades, nous avons constaté que à ce niveau-là, ils sont très bien organisés. Nous ne sommes pas organisés ici. Ce qui fait que nous avons dit il serait mieux que nous nous retrouvions pour nous organiser afin de mieux affronter cette compétition. Le Conseil comprend 13 ordres professionnels répartis en 4 regroupements: santé, finances, justice, bâtiments et travaux publics. La troisième et dernière audience du jour a été celle accordée à une délégation de la mission européenne de conseil et de formation de l'armée malienne. La mission, qui a pour objectif la refondation de notre armée, est dirigée par le général François Lecointre. Il s'agit d'une mission qui comporte 2 piliers. Un pilier qui, très concrètement, va permettre la formation et l'entraînement de 4 bataillons de l'armée malienne. Une formation qui durera à chaque fois 2 mois et demi environ pour chaque bataillon. Un bataillon regroupant entre 650 et 700 hommes. L'autre pilier est un pilier de conseil, d'expertise et d'audit de l'armée malienne. Ce pilier est mis en œuvre par une vingtaine d'officiers européens et est à pied d'œuvre. Cette équipe d'officiers est à pied d'œuvre depuis la mi-février, depuis le lancement officiel de la mission par l'Union européenne. Il s'agissait bien sûr de présenter la mission, de lui donner le sentiment de la mission de l'Union européenne sur les difficultés que rencontre aujourd'hui l'armée malienne, sur les actions qu'il faudrait sans doute conduire, même si tout n'est pas encore défini, et pour attirer son attention sur la nécessaire implication du politique et des parlementaires dans cette œuvre de refondation de l'armée malienne. La formation des 4 bataillons maliens va débuter le 2 avril prochain, a assuré le général François Lecointre. L'aide en faveur des populations se renforce. L'ONG Al-Farouk Mali vient de faire don d'une importante quantité de vivres de plus de 25 millions de francs CFA aux populations de Diabali et de Kona. Notre correspondant à Ségou, Fousseni Diarra, a assisté à la cérémonie de remise qui a regroupé les autorités communales religieuses et une foule nombreuse. Son reportage. Ce don que l'ONG Al-Farouk Mali vient de faire à l'endroit de la population de Diabali est composé de 20 tonnes de mil, 15 tonnes de riz, 30 cartons d'huile et 20 cartons de lait. Le tout pour une valeur de 13 millions de francs CFA pour Diabali dans la région de Ségou et 12 millions de francs CFA pour Kona dans la région de Mopti. Concernant le secteur de Diabali, la donation concerne plus de 200 familles. Depuis le 14 janvier, la Diabali a promis une attaque avec les bandits armés qui a beaucoup détruit les biens du Diabali. Donc l'ONG Farouk a dit nécessairement qu'il faut participer, il faut venir à la secours de la ville de Diabali. Le maire de la commune rurale de Diabali, au nom de sa population, a remercié l'ONG Al-Farouk Mali pour sa générosité. Les peuples dont il vient de nous apporter, ça nous va droit au cœur. Notre joie est très grande et c'est immense. On les remercie beaucoup et nous demandons que l'assistance continue. Signalons que l'ONG Al-Farouk Mali est une ONG islamique caritative qui intervient dans notre pays depuis 1994. Elle intervient dans le domaine de la santé, l'éducation et l'humanitaire.
Distribution de céréales aux familles déplacées des cercles de Douança, Tenenkou et Youarou installés à Mopti et à Sévaré. Distribution faite par le Conseil régional de Mopti et son partenaire, le Conseil régional de la région centre de France. Une opération qui va coûter plus de 19 millions de francs CFA. Aminata Touré. Ils sont environ 830 ménages vulnérables des cercles de Douanza, Tenenkou, Youarou installés à Mopti Sévaré à bénéficier des 83 tonnes de mil d'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA. Cette distribution de céréales est une œuvre du Conseil régional de la région centre de France en collaboration avec le Conseil régional de Mopti. Ce qui m'a motivé véritablement, la campagne de 2011-2012 n'a pas très bien tenu. Et ensuite, une tonne de fonds, ce problème que vous avez. Pourquoi nous avons approché nos partenaires? Vraiment, il faut le reconnaître. Cet appui, ça nous a beaucoup arrangé, surtout sur le plan alimentaire. Si on reçoit une aide alimentaire, ça ne peut que nous encourager. Les autorités administratives et politiques ont apprécié ce geste à sa juste valeur. Tout cela dénote de l'engagement des hautes autorités de la région à répondre de façon satisfaisante aux sollicitations de ces populations que nous avons accueillies. À retenir enfin que l'ONG internationale française Afrique verte et son partenaire local Amassa, Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, ont été chargés pour la mise en œuvre de cette action en collaboration avec le Conseil régional de Mopti. En première région, le chantier de réhabilitation de l'axe Kaï-Diboli avance normalement. Les travaux doivent s'achever en août prochain. L'assurance a été donnée par le chef d'entreprise qui exécute les travaux au gouverneur de région qui a visité aujourd'hui le chantier. Le colonel Salif Traoré s'est également rendu au bureau secondaire des douanes de Diboli pour voir les conditions de travail des agents. Visite suivie par Kansoto Kanouti. Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, en compagnie d'une forte délégation, a visité ce mercredi le second poste de douane de la région qui est celui de Diboli. Ce poste de douane de Diboli qui participe activement à la mobilisation des ressources internes de la région et dont le trafic immense entre le Sénégal permet aux populations de s'approvisionner en toutes sortes de produits est confronté, selon le chef de bureau, Sambayor Sidibé, à des difficultés. Difficultés qui ont pour nom le stationnement anarchique des véhicules entraînant une insécurité routière provoquant des pertes en vies humaines car n'ayant pas de parking, des problèmes de connexion avec la Sotelma. Je suis venu m'enquérir des conditions de travail des agents, une visite pour les féliciter pour tous les résultats qu'ils ont atteints au cours de l'année 2012. J'ai encouragé également à redoubler d'ardeur et à dépasser éventuellement les objectifs qui leur sont assignés, notamment pour cette année. Après le poste de douane de Diboli, le colonel Salif Traoré et sa délégation se sont rendus successivement dans les postes de contrôle phytosanitaire et vétérinaire de la police, de l'EMAZ, entreprise malienne, antenne sénégalaise et de la mairie. Après les échanges avec le gouverneur, les agents ont souhaité un contrôle réel des produits venant d'autres pays qui peuvent être dangereux pour la consommation par les hommes de tenue chargés de ce contrôle. Quant au commissaire Suleiman B. Dambélé, il a signalé le manque d'infrastructures, d'armes et de munitions, de véhicules et de téléphones prépayés. Auparavant, le gouverneur et sa délégation ont fait escale au poste de Samé. Le colonel Salif Traoré voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'entretien de l'axe Sandaré-Kaï-Diboli. Selon le chef de mission de l'entreprise chargée des travaux, la fin des travaux est prévue pour le mois d'août. Faisons un tour sur le continent avec l'essentiel de l'actualité. L'arrivée en Côte d'Ivoire du roi du Maroc, Mohamed VI, pour relancer la coopération bilatérale. L'exécution probable de l'otage français Philippe Verdon. Et tout de suite, au Nigeria, un attentat suicide a fait 41 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Attentat suicide sanglant à Kano dans le nord du Nigeria. 5 bus embrasés à la suite de l'explosion d'un véhicule piégé lancé par 2 kamikazes contre un car de luxe. Le bilan provisoire fait état de 41 morts et plusieurs dizaines de blessés. Ce n'est pas la première fois qu'une attaque à la bombe se produit dans cette gare routière. Nous espérons que la sécurité sera renforcée ici pour prévenir de nouveaux attentats. Ce qui se passe actuellement est une honte. Les autorités nigérianes n'attribuent pas explicitement la responsabilité de l'attaque meurtrière à la secte islamiste Boko Haram. Mais dans un communiqué officiel, le président Goodluck Jonathan réaffirme sa détermination
à mener une guerre permanente contre les terroristes au Nigeria. L'agence Nouakchott Information publie un communiqué dans lequel un porte-parole d'AQMI annonce l'exécution d'un otage français. Philippe Verdon, enlevé en même temps que Seif Nazarevitch en novembre 2011 au Mali, aurait été tué le 10 mars dernier. Al-Qaïda au Maghreb islamique affirme que c'est en représailles à l'intervention militaire française dans le nord du Mali. Pour le moment, Paris ne confirme pas la nouvelle et demande aux proches de l'otage de prendre cette information avec réserve. Poursuite de la mini-tournée africaine de Mohamed VI, le roi du Maroc est arrivé en Côte d'Ivoire. Sa délégation est constituée notamment des dizaines d'opérateurs économiques du royaume chérifien. Ces hommes d'affaires ont signé plusieurs contrats commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Le pays est en pleine reconstruction après avoir été dévasté par un long conflit. Actualité nationale, notre confrère Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain, est transféré depuis quelques jours à la grande prison de Bamako. Les responsables de la presse malienne sont à pied d'œuvre pour obtenir sa libération provisoire. Un comité de crise est mis sur place pour suivre cette affaire. Son président, Mahaman Ahmed Cissé, donne ici plus de précisions sur l'affaire Boukari Daou. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Aujourd'hui, dans cette affaire, même si on est encore surpris, on n'est pas très heureux, on a des points de satisfaction. C'est que déjà, notre confrère n'est plus à la sécurité d'État, il est à la prison civile, sur mandat de dépôt du procureur. On se dit, et suivant les articles qui sont visés par la loi portant régime de presse et délit de presse. Donc, la judiciarisation de l'affaire est une procédure normale, donc on est là-dessus. On est seulement surpris qu'il soit encore détenu préventivement. Donc, un de nos points de satisfaction, c'est que déjà des pays comme la France partagent notre cause et ont demandé à nos autorités de la transition la libération immédiate de notre confrère. Ça veut dire que notre combat, de notre point de vue, est juste et il est apprécié par un nombre de démocrates de là du Mali, et la France n'est pas n'importe quelle démocratie pour être en phase avec nous. Donc c'est un point de satisfaction. Et un autre point de satisfaction, c'est la grande mobilisation des confrères jusqu'à présent. La troisième chose, c'est que nos avocats ont introduit depuis hier une demande de mise en liberté provisoire. Et cette procédure suit son cours. On est en train d'avoir espoir que dans les plus proches délais, peut-être que l'audience aura lieu, l'audience de mise en liberté provisoire aura lieu, et que notre confrère va regagner sa rédaction parce que sa place n'est pas là où il est, et que la procédure judiciaire va continuer à suivre son cours. Et nous continuons à croire en notre justice, à croire en la magistrature malienne, et nous croyons que elle va s'illustrer en montrant non seulement son indépendance, mais en montrant qu'elle va dire le droit, rien que le droit, sans parti pris ou autre. Et notre solidarité à Boukari Daou. Le Mali célèbre aujourd'hui 20 mars la journée internationale de la francophonie. C'est une conférence organisée en commune 5 du district de Bamako qui a ouvert les activités du 43e anniversaire de la journée. Une conférence animée par l'Organisation internationale de la francophonie Mali en collaboration avec le projet d'émission Dioyoro, entre autres activités. Agali Aguissa. L'Organisation internationale de la francophonie OIF se donne pour mission la promotion de l'enseignement de la langue française. Il s'agit pour les pays membres de créer un espace culturel d'échange et de développement. La francophonie est un espace d'échange, de partage, d'amitié, de fraternité entre tous les États qui parlent français, que ce soit la langue officielle ou pas, afin de faire un pont entre nos cultures. Et c'est dans ce cadre que la journée internationale de la francophonie a vu le jour. Une journée célébrée pour la 43e année consécutive, c'est 20 mars 2013. Ces activités, c'est bien le match de gala avec collecte de fonds et une session de renforcement de capacité de la jeunesse malienne, et une activité de don de sang aussi,
est prévu. Ces activités contribuent sans nul doute à l'atteinte des objectifs de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie. L'enseignement de la langue française peut se faire en collaboration étroite avec la langue nationale. Le rêve de toute nation, de tout peuple, c'est de parler sa langue. C'est de faire en sorte que nous ne soyons pas étrangers à nous-mêmes. L'Organisation internationale de la francophonie Mali célèbre cette journée en collaboration avec le projet Demusonu Djoro, une association qui œuvre pour la contribution des jeunes à l'effort de guerre. Les activités qui ont démarré en commune 5 du district de Bamako devront s'étendre dans les autres communes du district de Bamako. Parlons des travaux de la journée d'information et de sensibilisation du projet AGRA qui ont débuté ce matin au ministère de l'Agriculture. Il s'agira pour les distributeurs, importateurs et fournisseurs qui participent aux travaux d'apprendre à mieux contrôler la qualité des engrais au Mali. Le compte-rendu de Nando Dameli. Les engrais constituent un des intrants important dans le système de la sécurité alimentaire, mais depuis un certain temps, les engrais fournis aux producteurs posent des problèmes en termes de principes réactifs et de poids des sacs. C'est pourquoi la Direction nationale de l'agriculture est constamment interpellée. C'est dans cette optique que des réflexions ont été menées au niveau de la Direction nationale de l'agriculture pour définir et élaborer des stratégies novatrices et opérationnelles facilitant l'application des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Mis en œuvre depuis 2011, le projet AGRA, contrôle des qualités des engrais au Mali, a pour objectif d'implanter et de renforcer le système de contrôle des qualités des engrais au Mali, d'où toute l'importance de cette journée d'information et de sensibilisation. C'est là que vous devez jouer tout votre rôle dans le cadre du projet pour garantir aux producteurs un approvisionnement en engrais de bonne qualité et en quantité conformément aux normes requises. Dès sa mise en œuvre à nos jours, le projet a obtenu la nomination des membres du Comité national des engrais et l'arrêté fixant les modalités d'étiquetage, d'inspection, d'échantillonnage et d'analyse des engrais. Le réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement a animé hier une conférence de presse. Les membres du réseau ont voulu informer la presse de leur mission dans notre pays. Le point, c'est avec Moussa Fani. C'est pour faire le point de la rencontre avec les autorités maliennes que les membres du réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement ont rencontré les hommes des médias ce mardi. À travers cette conférence de presse, le réseau réitère son soutien à notre pays. L'objet de la présente conférence de presse était d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur la mission qu'a effectuée une délégation africaine du réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies auprès des autorités maliennes afin de délivrer le message de soutien, d'encouragement des jeunes africains réunis lors du sommet panafricain des jeunes leaders à Ouagadougou, aux autorités maliennes dans le cadre de la crise que traverse notre pays. Les initiateurs de ce point de presse invitent tous les jeunes maliens à se donner la main pour un Mali uni. Sans le Mali, il n'y a pas de valeur pour la jeunesse malienne. Et je crois que la jeunesse malienne doit avoir cela comme un élément essentiel de sa propre survie avant de prétendre à toute autre chose. Et nous pensons que cela passe par la citoyenneté, par le civisme, par l'amour même à sa patrie. Les organisateurs ont également salué l'engagement et la détermination du président de la République à trouver une solution rapide à la crise politique et sécuritaire au Mali. Sport, football, les Aiglons se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans après leur victoire 2-1 face à la RDC. Cerise sur le gâteau, ils valident du coup leur ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie prévue en Turquie en juin-juillet 2013. Il s'agira de la 5e participation du Mali à une phase finale du championnat du monde de la catégorie. Retour sur la belle victoire de cet après-midi avec Aldjumatina. Au pays
Les Aiglons du Mali, pour leur seconde sortie, se devaient de montrer un meilleur visage que celui contre le Nigeria, malgré la victoire. Pour réussir ce pari face à la République démocratique du Congo, Moussa Keita Dougoutigui injecte du sang neuf. Cette option ne répondra pas aux attentes pendant la première mi-temps, puisqu'aucune action notoire n'est à signaler. Toutefois, ce sont les juniors congolais qui vont se montrer dangereux. Mais la réussite n'est pas au bout. À 0-0 à la pause, les Aiglons abordent la reprise avec assurance. Et tout s'est joué en une dizaine de minutes. Samba Diallo, à la 50e minute, d'une frappe vicieuse de 25 mètres, ouvre le score. Dans cette euphorie, la RDC va en profiter pour égaliser à la 54e minute. Le coup franc de Momo, sur lequel le mur malien n'est pas sans reproche, se loge dans la lucarne d'Ali Irango. Enfin, à la 59e minute, arrive le but de la délivrance pour les Aiglons. Le portier congolais Bakala, d'une faute de main, permet à Adamanian d'offrir la victoire aux siens, 2-1. Avec 2 victoires en 2 sorties, le Mali se qualifie non seulement pour les demi-finales, mais aussi pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue au mois de juin en Turquie. Félicitations. L'autre match du groupe B se joue actuellement entre le Gabon et le Nigeria, une rencontre que vous pourrez suivre en différé après ce journal sur votre télévision nationale. Et sur le plan national, en 17e journée du championnat national, le stade malien de Bamako a été tenu en échec par le Nianan de Koulikoro 0-0. Le Djolibassi a battu la Somme 1-0, une réalisation de Amadou Diamou Téné. Et puis, cette annonce a porté à votre attention tout à l'heure, donc, Djéné, héritage de Djéné Djéno. Ce titre placé sous la forme interrogative est un magazine que vous propose ce soir. Cahier d'hier après l'émission sur la ligne de front, Djéné Djéno ou l'ancienne Djéné en langue nationale sans rail a été créée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais elle est restée muette sur son histoire jusqu'en 1977. Des archéologues américains découvrent alors le site de Djéné Djéno, d'où partiront les premiers habitants de l'actuel Djéné. Rendez-vous tout à l'heure pour suivre l'évolution de Djéné d'hier à aujourd'hui. C'est donc Cahier d'hier, une réalisation de Moïse Traoré et de Lamine Tchekoura Koulibaly. Ce sera donc à suivre après votre émission sur la ligne de front. Et c'est ainsi que se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Demain, Sira Batili vous donne rendez-vous à 10h et à 13h. Et le soir, vous serez avec Amadou Sankaré. Merci de votre fidélité. Retrouvez nos émissions sur notre site www.ortm.ml. Merci et bonsoir.